On est de retour dans cette belle journée avec, je vous le disais, des gros calibres. Vraiment, les 3 derniers champions d'Afrique qui se succèdent sur l'antenne de NCI. On est toujours avec Wilfried Bony, avec Eric Babou qui nous a rejoint, mais également Djibril Cissé qui est toujours là. Djibril Cissé, pour qui c'est le marathon. Il sera là jusqu'à la fin de la journée avec le journal, évidemment, de la CAN pour ne rien rater de ce qui se passe sur le terrain, mais également en dehors sur NCI. Les images du direct tout de suite, parce qu'on est déjà à l'échauffement des équipes, à la fois des Palancas Negras et des Fennecs d'Algérie qui sont bien présents. Il y a tout le monde. Il y a Islam Slimani, il y a Riyad Mahrez, évidemment. C'est une équipe qui a envie de faire oublier plus que jamais, mon cher Wilfried, l'affront de la dernière CAN en 2022 au Cameroun. Moi, je pense bien qu'ils ont droit à bien commencer ce tournoi. Ils sont tous là, ils se sont bien préparés. On espère voir un bon match et puis profiter des belles actions. Eric, est-ce que pour vous, l'Algérie fait partie des favoris de cette CAN, tout simplement? Ouais, clairement, c'est une équipe revancharde avec cette, on va dire, la mauvaise compétition dernière. Elle a à cœur de montrer toutes ses capacités et puis c'est des joueurs de grand talent. Hein. Quand vous regardez l'effectif de cette équipe-là, c'est une équipe qui peut aller très loin. Djibril, vous y croyez aussi à un parcours gagnant, j'ai envie de dire, de l'Algérie? En tout cas, est-ce que l'Algérie aille le plus loin possible? Sur le papier, je pense que c'est dans le top 3, vraiment, en talent pur, en expérience, ça joue dans des grands clubs avec beaucoup d'expérience. Après, c'est une phrase bateau, mais le football, c'est le rectangle hein, vert qui parle. C'est pas les noms, c'est pas les compositions, c'est ce que tu mets, c'est l'envie que tu mets. Et après la débâcle du Cameroun, je pense que les Algériens vont être vraiment revanchards et avoir envie de montrer que voilà, les erreurs, ça arrive. Ils ont été champions d'Afrique, ils se sont fait éliminer au premier tour. Ça arrive d'avoir une contre-performance, mais avec l'équipe qu'ils ont, 2 fois, ça passerait mal. Avec Riyad Mahrez, avec Islam Slimani, avec... on a pas mal de joueurs qui comptent forcément sur le continent africain. Regardez, on peut vous faire aussi admirer, parce que c'est la première fois qu'on va sur ce stade, le stade de la Paix de Bouaké. C'est le 2e stade le plus important de la compétition, 40 000 places. Et il se remplit tout doucement avec notamment pas mal de supporters algériens. Peut-être que vous arrivez à le voir d'ailleurs, il y a une grosse colonie verte. Les Fennecs ont fait le déplacement. On sait que les supporters algériens se déplacent et ils ont vraiment, vraiment envie d'emmener cette équipe jusqu'au bout. Avec un joueur comme Riyad Mahrez qui... Tiens, Djibril, moi j'ai envie d'avoir votre avis sur la question. Un joueur comme Riyad Mahrez, il a quitté l'Europe pour aller vers l'Arabie Saoudite. Parfois, on est un peu critique avec les championnats du Golfe en disant qu'il fait un peu trop chaud, qu'il y a un problème de rythme. Et quand on revient sur le continent africain, est-ce que pour vous, ça change la donne par rapport à ce qu'on peut baisser en termes de niveau? Est-ce que ça peut influer finalement sur le niveau de jeu d'un joueur ou pas? Après, ça dépend de l'état d'esprit du joueur. Il y a des joueurs qui vont quitter des grands championnats pour aller vers des championnats moins réputés et qui eux-mêmes vont en faire moins, en mettre moins, moins s'investir. Après, si un joueur reste dans ses standards et continue à être bon et à être au-dessus de son championnat, parce que voilà, Riyad Mahrez, c'est quelqu'un qui a une qualité qui était déjà au-dessus en Angleterre, alors en Arabie Saoudite, il doit normalement survoler tout ça. Après, c'est à lui de s'impliquer ou pas. Mais voilà, après, l'équipe nationale, ça reste quelque chose de spécial et ça décuple les forces et ça n'a rien à voir avec le club et le championnat. Vous peut-être l'apercevez sur cet écran, il y a aussi des supporters ivoiriens qui ont fait le déplacement pour venir voir les Palancas Negras, pour venir voir les supporters algériens. Ils sont contents d'ailleurs parce que la réalisation les souligne. La réalisation souligne que le public ivoirien, le fervent public de Bouaké qui aime le football, a fait le déplacement. Et ça, c'est bien aussi. D'ailleurs, c'est des infos qui vont commencer à sortir, dont on va commencer à parler. Le gouvernement ivoirien a décidé de prendre à bras le corps cette histoire de billets, d'ailleurs, en tout cas de manque d'affluence dans les stades. Ça, c'est une bonne nouvelle. On espère, par exemple, jouer en Côte d'Ivoire-Nigeria à guichet fermé. Ah oui, absolument. Surtout que ça éternit un peu l'image de cette CAN-là. On veut avoir la meilleure CAN de tous les temps. Évidemment, il faut éviter ces petits couacs-là et ces personnes, on va
va dire, qui essaie de mettre un peu de sable dans notre attiéké, on va dire, puisque c'est le mec qu'on apprécie beaucoup ici. Ces personnes-là, il faut trouver les moyens pour les éradiquer, carrément. Mais je pense que la décision est bonne. Il faut permettre que ce soit une fête populaire, que les Ivoiriens vivent cette fête-là et que ce soit, comme on le veut, la meilleure CAN. Pour entrer dans le vif du sujet, je peux vous donner déjà le 11 le 11 algérien qui va défier l'Angola avec Mandrea dans les buts. En défense, Rami Ben Sebaini, c'est fatal, c'est bien, c'est une défense quand même assez solide. On a Ait Nouri sur le flanc gauche. On a Chaibi au milieu de terrain avec Ben Taleb et Ismaël Benasser, le joueur du Milan AC. Et puis devant, Youssef Belaïli, Bagdad Bounedja, Riyad Mahrez. Djamel Belhadi a sorti la grosse artillerie. En même temps, c'est un match d'ouverture de CAN, on n'a pas le choix, il ne faut pas se louper. Mais c'est très costaud hein, comme 11 de départ. Benasser, Milan, Mahrez, ex-Man City. Ben Sebaini à Dortmund. Il y a vraiment du lourd sur ce 11-là. Et ça serait limite une faute professionnelle de ne pas remporter ce premier match, quoi. Ouais. En tout cas, l'Algérie arrive conquérant avec une équipe en tout cas qui fait plaisir à voir sur le papier. Reste à confirmer. En tout cas, nous, on va marquer une petite pause. Et ensuite, on continue notre avant-match. À tout de suite. Et c'est Sport Live encore et toujours avec le meilleur évidemment de cette CAN 2023, Wilfried Bony et Eric Babou, Djibril Cissé. On vous a montré il y a quelques instants le 11 de l'Algérie, un très bon 11 pour Djamel Belmadi. On va vous montrer à présent le 11 de l'Angola. Il faut savoir que cette équipe angolaise reste sur les 8 derniers matchs de CAN sur 4 défaites et 4 nuls. Autant vous dire que c'est l'Everest qui se dresse face à cette équipe angolaise emmenée par Pedro Gonçalves. Neblou dans les buts, une défense à 3 avec Boatou, Mananga, Gaspard et Balanga. 4 milieux de terrain, on va dire 2 milieux plus 2 pistons. Les pistons Nourio et Augusto, Passe et Kafoumana au milieu de terrain. Et puis 3 attaquants, Luvumbo, Freddy et Dalla. Bon, quand on arrive comme ça avec une équipe qui manque d'expérience, qui se retrouve face à un des grands favoris pour la compétition. Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs, Djibril ? On dit qu'on n'a rien à perdre et qu'on est là pour essayer de faire le mieux possible. Et il peut se passer des surprises comme la Zambie. Il peut se passer des surprises comme des nations qu'on n'attend pas, qui n'ont pas de pression. Et du coup, qui font mal aux grosses nations parce qu'ils ont l'insouciance et parce qu'ils ont le truc de jouer le coup à fond et de tenter des choses et que peut-être d'autres équipes ne tenteront pas parce que justement, si ce soir l'Algérie gagne 3 ou 4-0, on ne dira rien. C'est normal. Donc ils jouent en totale décontraction et ils ont rien à perdre, quoi. On n'a peut-être pas besoin de ça pour avoir plus confiance ou pas, mais quand on regarde par exemple le résultat du Cap-Vert la veille, qui bat le Ghana, tout de suite ça donne des idées. Ça donne des idées et on se dit pourquoi pas. Moi personnellement, j'en connais pas beaucoup, mais je pense que s'ils sont là, ils sont passés par des qualifs, ils ont dû battre des grosses équipes, donc s'ils sont là, c'est qu'ils méritent leur place. Et à mon avis, ça va pas être un match très simple pour l'Algérie, sauf si l'Algérie se le rend facile, mais il faudra mettre les ingrédients. Ils sont toujours à l'échauffement, les Palancas Negras, les images évidemment de direct qui ne nous quittent pas dans cette journée et maintenant cette soirée au stade de Bouaké, stade assez impressionnant, c'est le deuxième stade le plus grand de la compétition avec 40 000 places, avec quand même un stade qui se remplit petit à petit avec une grosse colonie algérienne. Eric, cette équipe de l'Angola, encore une fois brillante lors des qualifications, se dresse face à l'Algérie. Avec quel état d'esprit, encore une fois, comme le soulignait Djibril, de la motivation et le sentiment que tout est possible? Écoutez, il n'aurait rien à perdre dans ce match-là. En face, vous avez l'Algérie. Techniquement, logiquement, l'Algérie est supérieure, tactiquement, la qualité des joueurs, ce sont les garçons qui auront à perdre, ils vont jouer leur va-tout. Et puis c'est une équipe qui a du caractère, hein. Ils sont passés dans les tours éliminatoires avec beaucoup de caractère, beaucoup d'envie, beaucoup de courage, et donc ils n'ont qu'à mettre la niaque. Jouer dur contre une équipe algérienne qui est très technique, hein, évidemment, contre des joueurs techniques comme ça, il faut dire sur le jeu, il faut être agressif pour les empêcher de dérouler leur jeu. Et puis bon, allez, ça passera, j'espère pour eux en tout cas.
Justement, en parlant de leur parcours de qualification, l'Angola était dans le groupe du Ghana. Et autant ils avaient perdu justement leur match du côté d'Accra, ils avaient réussi à les tenir en échec à la maison. C'est dire que finalement, on peut aller chercher encore une fois quelques clés chez le cousin lusophone, le Cap-Vert, pour aller chercher cette fois-ci l'Algérie. Bon, ils n'ont rien à perdre, hein, comme ils l'ont signifié. Le plus important pour eux, c'est de profiter, c'est de prendre plaisir. Parce que voilà, ils sont passés par des qualifs difficiles aussi. Mais s'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. Maintenant, devant eux, il y a l'Algérie. Ce n'est pas n'importe quel morceau. C'est à l'Algérie de mettre plus d'envie et plus d'agressivité pour pouvoir rendre ce match-là facile à leur compte. Ils ont l'embarras du choix quand même, hein, parce que je rappelle, du côté de l'Algérie, on a choisi d'aligner Bagdad Bounedjah en lieu et place d'Islam Slimani. Franchement, c'est le choix de riche, hein, parce que c'est deux joueurs qui ont à peu près le même profil. Après, c'est à l'appréciation du coach. Ouais, c'est deux buteurs, deux joueurs qui marquent beaucoup de buts dans leur championnat et pour leur sélection aussi nationale. Donc, un problème de riche, comme on dit. Mais voilà, l'un peut commencer et vraiment fatiguer, épuiser la défense, et l'autre peut rentrer pour finir le boulot et vice-versa, que ce soit l'un ou l'autre. Mais en tout cas, l'Algérie a un vrai effectif. Et après, c'est à l'envie. Nous, on n'est pas là, on ne vit pas avec eux. Donc, le coach voit des choses chez l'un et chez l'autre, peut-être à l'entraînement, hein, qui a plus d'envie ou qui donne un peu plus de conviction au coach. Et donc, il faut lui faire confiance sur ça. Mais s'il a choisi Bounedjah, c'est qu'il y a une raison. C'est un grand buteur aussi. Vous parlez de choix de riche à juste titre, hein, parce que sur le 11, on a des joueurs exceptionnels. Et sur le banc, on n'est pas mal servi non plus. Je parlais d'Islam Slimani. On a Ounas également, que l'on connaît bien sur le football européen. On a Sofiane Ferrouli. On a Oussem Aouar. Bon, ça va, c'est quand même l'un des plus beaux effectifs de la compétition, Eric. Ben oui, absolument. Cette équipe algérienne, sur le papier, il n'y a rien à dire. Hein. C'est du lourd. Maintenant, moi, l'inquiétude que j'ai pour cette équipe-là, c'est est-ce qu'elle arrivera à passer ce cap-là, digérer déjà la dernière Coupe d'Afrique. On sait qu'elle arrive motivée, elle a envie d'effacer cela. Mais en face, il y a cette équipe angolaise aussi qui peut les faire mal. Et puis, il y a un peu derrière qui met la pression. Ils n'ont pas envie de vivre ce qu'ils ont vécu à la dernière CAN. Et donc, il y a une grosse pression sur cette équipe algérienne-là. Est-ce qu'ils vont arriver à passer cela, à se montrer dominateurs? Bon, il y a une grosse inquiétude pour moi. Petite inquiétude de votre côté. En tout cas, les Algériens ont l'air confiants. En tout cas, ils sont venus nombreux, encore une fois, comme on peut le constater sur les images de live. On va marquer une autre pause. Et puis ensuite, on sera dans la dernière ligne droite avant d'aller du côté de Bouaké pour ce Algérie-Angola, le premier match du groupe D. A tout de suite. Quelques minutes de l'entrée en lice de l'Algérie, champion d'Afrique 2019 dans cette compétition, avec des joueurs qui sont toujours à l'échauffement, mais qui se préparent à rentrer au vestiaire, notamment du côté de l'Algérie. Ce sont les Palancas Negras, hein, qui restent pour l'instant, les Angolais, qui restent pour l'instant sur la pelouse du stade de la Paix. Alors il y a une particularité finalement, parce qu'on en est à parler aussi des conditions dans lesquelles ces équipes sont reçues et comment on prépare ces matchs. Il y a une particularité quand même pour l'Algérie, Wilfried, qui est basée juste en face du stade, dans l'hôtel du stade, justement, ça s'appelle. Donc pour aller s'entraîner ou pour aller faire des repérages, il n'y a pas de problème. Hein. C'est facile, hein. Vous marchez directement, pas besoin de cas. Bon, après, s'il y a le public, c'est compliqué. Ouais. On peut pas marcher pour y aller, malheureusement. Voilà, c'est ça. Non, mais il n'y en a pas beaucoup, et ça fait partie peut-être des subtilités de cette CAN aussi. Eric, il n'y a pas beaucoup de pays ou de compétitions, on peut se targuer de dire « Ah ben moi, j'ai une sélection qui est juste en face du stade, avec un hôtel qui est à... » Il suffit de traverser la rue, tout simplement. C'est pour ça que nous avons la meilleure CAN à organiser. Et bien voilà. La meilleure CAN de l'histoire. Voilà, des petites choses comme ça et qui font la différence. Et c'est le cas pour ces Algériens. Là, ils sont bien logés, ils sont dans de très bonnes conditions et puis ils n'ont pas beaucoup d'efforts à faire pour aller au stade. Et bien voilà, c'est que du bonheur. Le moins que l'on puisse dire aussi, c'est que finalement, sur les pelouses aussi, on parlait de ça d'ailleurs un petit peu tout au long de cette journée, Djibril, on enchaîne quand même 2 matchs par jour sur une même pelouse. Et on a l'occasion de tester, mais vraiment pour le coup, test grandeur nature, pour savoir si ces pelouses aussi sont à l'épreuve d'une compétition qui dure 3 semaines. Ben pour l'instant, je n'ai pas vu de grosses escalopes ou de pelouses qui se détériorent au moindre tacle et au moindre contact. Donc c'est que les jardiniers ont fait du bon travail. C'est qu'on est allé chercher les meilleurs jardiniers du pays, voire d'Europe. Et j'espère que ça continuera comme ça, parce que pour avoir du beau spectacle, pour avoir du beau football, ben, il faut avoir des bonnes pelouses, des bons terrains, pour laisser
voilà, les génies et les joueurs techniciens s'exprimer, voilà, avec des terrains troués, avec des bottes, ben, c'est un peu plus facile. Sauf que là, voilà, la CAN se déroule vraiment, on ne peut pas rêver mieux à part voilà, les petits remplissages par remplissage. Mais en tout cas, ce qui se passe sur le terrain et les infrastructures, c'est digne de grandes compétitions. Des génies, des techniciens, des grands joueurs, notamment du côté de l'Algérie. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'entrée en liste du championnat d'Afrique 2019, entraîné par Djamel Belmadi. Un mélange entre une jeune génération et des anciens qui ont gagné cette CAN. Du coup, on va vous remontrer le 11 de départ algérien, qui est tout simplement incroyable. Et quand on sait que sur le banc, il y a des joueurs comme Sofiane Ferrouli, on l'a dit, comme Moussem Aouar, le joueur, le néo-international algérien qui joue du côté de l'AS Roma, on peut dire très sincèrement qu'on a là l'une des plus belles équipes de la compétition. Je vous le disais, le 11, il est là, avec Mandrea, avec Youssef Attal sur un côté, avec Aït Nouri, avec Ben Sebaini et Aïssa Mandi, Shaibi, évidemment, Ben Taleb, Benasser, Belaili, Bounedja, Marez, l'un des meilleurs effectifs qu'on peut avoir dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Du côté de l'Angola, bah, c'est différent, forcément, avec une équipe qui, on le rappelle, n'a gagné aucun de ses 8 derniers matchs sur des Coupes d'Afrique, avec 4 nuls et 4 défaites. Mais on arrive avec quelques ambitions, malgré tout, parce qu'on rappelle que l'Angola a fini 2e de son groupe, derrière le Ghana, avec notamment un match nul à la maison face au Ghana. Et on a décidé de jouer avec un schéma à 3 derrière pour essayer peut-être de contrer ces Algériens. Et justement, quand on parle d'un point de vue tactique, Wilfried, est-ce que dire qu'un schéma à 3, est plutôt un schéma défensif, c'est un cliché ou pas vraiment? Bon, dans ce contexte-là, je pense que c'est un schéma un peu plus défensif parce qu'ils risquent de se retrouver à 5 derrière. S'ils sont acculés, s'ils sont agressés par l'Algérie. Donc, ils mettent 3 centraux dans la mesure où pouvoir bloquer l'attaquant et puis essayer d'avoir des couvertures sur des 1 contre 1, les exploits individuels de Marès et de Belaï. Donc je pense plus c'est un côté qui peut être plus défensif qu'offensif. Eric, vous êtes du même avis? Oui, évidemment. Vous ne pouvez pas jouer l'Algérie avec ces joueurs-là et aller à l'abordage comme non, c'est pas possible, il faut être logique. Je pense qu'ils seront plus défensifs, ils vont essayer de contrer cette équipe-là et comme je l'ai dit tantôt, il faut renforcer le milieu, empêcher l'Algérie de jouer parce qu'on sait que c'est une équipe technique hein, et si ça commence à dérouler, vous êtes à la rue. Et donc il faut les contrer, et attendre les bons moments et pour faire mal. Djibril, vous me disiez tout à l'heure que cette équipe d'Angola n'a rien à perdre. Quand on n'a rien à perdre, on va à l'abordage, non? On ne joue pas derrière. Non, pour revenir sur le système, quand on met un système en place, on parle de l'offensif. Donc quand on dit 3-5-2, c'est quand on a le ballon, donc on aura les 2 pistons, piston gauche et piston droit qui seront hauts quand on a le ballon. Quand on n'a pas le ballon, ça va se terminer à 5 derrière. C'est obligatoire, sinon on va prendre des vagues et ça peut finir à 7-8-0 ce match-là. Si on joue à 3 et que personne ne défend. Après, non, il faut justement, quand on est supposé plus petit et supposé perdant avant que le match commence, ben, il faut tous les détails, tous les moyens de déplacement, toute la communication, voilà, pas faire des erreurs comme on a vu contre le Cameroun. Voilà, juste en se parlant, en communiquant, on peut éviter de prendre des buts. Donc là, c'est vraiment tactiquement et en termes de cohésion et de force et d'être tous ensemble, ça va être très, très, très important pour les Angolais. Quel est le joueur algérien que vous aimez le plus avec l'effectif que l'on vient de voir, l'effectif que l'on vient de commenter? Ben moi, j'ai un faible pour Benasser parce qu'on partage la même ville. On est natifs d'Arles tous les deux. Et puis, c'est un joueur exceptionnel. Ce qu'il fait au Milan AC... c'est vraiment de la haute voltige. Après, moi, j'aime les attaquants. Donc, j'aurais aimé voir Slimani. J'aime bien Marez. Voilà, le fait d'être imprévisible, un peu joueur génie, comme je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien. J'aime bien Attal, malgré ce qu'il a vécu récemment. Il arrive quand même à garder du rythme et à rester fier et à pouvoir défendre les couleurs de son pays, même si je ne partage pas forcément ce qu'il a fait. Mais voilà, il y a une belle équipe de joueurs de classe et d'expérience en plus.
Donc ça risque d'être compliqué pour Vous avez des chouchous également. Je commence par vous, Eric. Ah non, dans cette équipe des Fennecs. Il y a largement le choix dans cette équipe-là, que des joueurs de talent, de grand talent. Hein. Mais moi, évidemment, Mahrez, oh là là, quel délice de le voir jouer. Je l'adore, je kiffe grave pour ce garçon-là. Et pour moi, il reste le meilleur. Et donc, j'espère qu'il fera une grande CAN. Wilfried, et vous? Mahrez, pareil. Ça, c'est un joueur que je côtoyais, j'ai joué contre. Et on a passé pratiquement la préparation ensemble. Et quand il veut jouer, il est inarrêtable. Quand il veut jouer, il est inarrêtable. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on va avoir un grand Mahrez et puis qu'il nous fasse plaisir. Quoi. Puis entre anciens Citizen, on s'apprécie bien. Hein? Ah oui, il n'y a pas de problème. Allez, une autre pause et puis dans quelques minutes, on va aller du côté de Bouaké pour ce duel entre l'Algérie et l'Angola. À tout de suite. Dans quelques minutes, on ira du côté de Bouaké pour suivre ce duel entre l'Algérie et l'Angola. C'est le match du groupe D, un groupe où on retrouve notamment le Burkina Faso. Également, on est toujours avec Wilfried Bony, avec Eric Babou et Djibril Cissé également, avec l'Algérie qui présente une équipe XXL pour défier une équipe d'Angola qui n'a plus gagné qui a perdu ses 8 derniers matchs sur les éditions de Cannes avec 4 nuls et 4 défaites. On va prendre la direction, sans plus tarder, de Bouaké, du Stade de la Paix, avec Chris Loubouzan et Patrick Guité. Avec le duel entre les Palancas Negras d'Angola et les Fennecs d'Algérie, avec Wilfried Bony, avec Eric Babou, mais également avec Djibril Cissé. Quel plaisir vraiment de suivre cette partie, d'autant plus qu'on a vu une équipe d'Algérie quand même qui a élevé le niveau, on a accéléré, et puis c'est en toute logique finalement que les hommes de Djamel Belmadi mènent au score. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'ils ont une très belle entame de match, avec une agressivité, une intensité de jeu qui a permis à contrôler le match, et surtout qu'ils ont imposé le style de jeu qu'ils voulaient, et ils ont dicté le tempo. Je pense qu'ils méritent de mener au score, et surtout c'est dommage pour l'attaquant avec un très beau geste technique, fini le deuxième but, mais qui a été refusé pour ce hors-jeu. On va en parler dans quelques secondes de ce but. Et puis on vous montrera évidemment le seul but de cette première période. L'Algérie, entre le jeu court, le jeu long, l'attaque, le milieu dont on avait parlé, même la défense, à tous les niveaux, on a été solide sur cette première mi-temps. Ah, c'est clair, vous l'avez dit, hein, ils ont eu cette intelligence de varier leur jeu. Ça joue court, ça joue long, ça joue tranquille surtout, hein, avec beaucoup d'intelligence, à l'image du but, et même celui qui a été refusé. Hein, vous avez vu dans le dos de cette défense angolaise, c'est surtout eux qui donnent la possibilité à l'Algérie de varier son jeu, parce qu'ils sont techniquement en difficulté, et le pressing n'est pas bon, et c'est une défense qui joue un peu haute, donc elle offre des possibilités dans son dos, d'où ce ballon en profondeur dans le dos des défenseurs qui est obligé de se louper. Voilà. Mais la qualité technique des Algériens fait qu'ils peuvent jouer long, ils peuvent jouer court, il y a de la percussion, il y a de l'envie, et ils ont bien commencé le match, et ils sont vraiment dans leur match. Djibril, on va vous montrer le premier but algérien. Il est l'œuvre, le seul but algérien, il est l'œuvre de Bagdad Bounedjah. Alors, il a fait tout ce que vous aimez. On lui a donné les ballons que vous aimiez aussi. Ballon long, ici, il part dans le dos des défenseurs et ça fait mouche. Déjà, il est bien placé, il est entre les deux défenseurs, donc il n'y a aucun qui peut vraiment intervenir sur lui, parce qu'il est vraiment très très bien placé. Son appel est bon, le ballon aussi est extraordinaire. Vraiment à souligner aussi la passe. Et son geste de finition, on disait aussi avec Wilfried, voilà, c'est vraiment relâché. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force, c'est son geste qui est fluide, tout est gainé. Et sa reprise demi-volée, elle est juste, voilà, il la place, il ne met pas beaucoup de force, il sait ce qu'il fait, techniquement il est sûr. Et voilà, c'est un grand buteur, comme on disait au début de match. Un attaquant racé, magnifique, qui ne fait aucun cadeau devant le but. Et on a failli assister au plus beau but, ou presque au plus beau but de la compétition, malheureusement refusé. La grande classe quand même, hein, Bagdad Bounedjah. Hein. Ah ouais, non, pareil, encore c'est cet appel, voilà, où il se situe vraiment entre les deux défenseurs, et c'est vraiment compliqué pour les défenseurs à défendre. Un contrôle extraordinaire. Après, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a le défenseur qui arrive, il faut voir où sont les défenseurs. Tu as ton ballon, techniquement, il faut être sûr de bien te la lever et regarder où est le but avant. Et voilà, au moins pour la beauté du but,
Ouais, il aurait pu, le valider. L'arbitre aurait pu le lui laisser. Avec l'Angola. Il ne voulait rien savoir. L'arbitre, il a regardé 5 secondes. On lui a appelé à la VAR. Je crois qu'il n'est même pas allé regarder. Ouais, il a dit non. Je suis sûr de ma décision. Non, ne m'appelez pas. Il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec ça. En tout cas, magnifique. Il faut attirer l'attention aussi, Malik, sur cette défense angolaise. Hein. Elle joue très mal les coups. Voilà, déjà, le joueur est dans un confort. Hein. Les ballons qui arrivent, les passes sont précises. Voilà, il n'y a personne qui vient intervenir, empêcher d'envoyer ces ballons. Et puis, ils utilisent la qualité de leur attaquant. Ils ont un attaquant qui est véloce, qui va droit au but, qui appelle. Et donc, c'est aussi l'intelligence de cette équipe algérienne qui envoie des ballons dans la course. Ils savent exactement ce que l'attaquant veut. Et puis, cette défense est jouante. Mais elle offre des espaces derrière. Connaissant l'attaquant, je pense que c'est se faire harakiri. Eric, Wilfried, Djibril, sans plus tarder, on va retourner du côté du stade de la Paix de Bouaké parce que les 22 acteurs reviennent sur la pelouse. L'Algérie accrochée par l'Angola du côté du stade de la Paix de Bouaké. L'une des contre-performances dans l'un des matchs de cette journée. Le champion d'Afrique 2019 tenu donc en échec du côté de Bouaké. Encore pas mal de choses à dire sur cette rencontre. Le débrief dans un instant après la pub. Pour la dernière ligne droite de cette journée, mais on n'en a pas fini avec le football parce que juste après, vous retrouverez Ali Diarra dans le journal de la CAN pour revenir un petit peu sur cette journée, mais également voir ce qui se passe en dehors, l'actualité sur les pelouses, mais également en dehors, c'est dans le journal de la CAN tous les soirs avec Ali Diarra en l'occurrence, et puis vous retrouverez également à ses côtés avec Babou et Djibril Cissé. Pour rester sur cette rencontre, Wilfried, on a senti quand même une équipe d'Algérie qui avait démarré tambour battant sa rencontre, mais petit à petit, on a baissé en intensité, on a baissé en rythme, et puis on n'a plus reconnu finalement cette équipe des Fennecs. Ouais, je pense qu'ils ont baissé en intensité, surtout en deuxième mi-temps, ce qui a permis à l'équipe de l'Angola de monter en puissance. Et athlétiquement, ils étaient un peu affaiblis. Donc l'Angola a profité et puis a su se mettre ce pénalty sous la dent. Et donc ce qui a valu l'égalisation. Donc match parfait pour les Angolais. Et puis je pense que l'Algérie se sentirait mal parce que ce match était très important. S'ils avaient déjà marqué le deuxième but, ça allait être encore plus facile pour eux de gérer ce match. Mais là, ça va être encore un match prochain à prendre au sérieux. On va vous montrer très rapidement les buts de cette rencontre avec une ouverture du score de Bagdad Bounedjah avant l'égalisation en deuxième période des Palancas Negras. L'ouverture, elle est parfaite. La conclusion l'est autant. L'attaquant algérien qui ouvre le score, il aurait pu même doubler la mise s'il n'avait pas eu un but refusé. Mais malgré tout, voilà, regardez, ce sont les Palancas Negras finalement qui vont après cette faute, transformer un pénalty en 2 temps. Elle était valeureuse, cette équipe de l'Angola, Eric. Oui, exactement, et c'est ce qu'on avait prédit. Hein. On s'attendait à avoir une équipe qui allait être forcément dominée, hein, parce que techniquement, cette équipe algérienne était au-dessus, on l'a senti. C'est une équipe résiliente. Elle a su faire le dos rond. Le tournant du match, c'était ce second but hors jeu. Là, ça allait être cuit, ça allait être plus difficile. Mais dès qu'ils ont eu la chance, c'était hors jeu. Petit à petit, cette équipe-là a fait le dos rond et puis elle est revenue dans son match. On s'y attendait, hein, c'est forcément sur un coup de pied arrêté, une action, on va dire, plus ou moins anodine pour pouvoir égaliser. Et puis c'est venu sur un penalty. Bravo, c'est une équipe qui a fait ce qu'elle avait à faire. On l'a dit, il fallait qu'elle soit dure, il fallait qu'elle résiste. C'est ce qu'elle a fait. Beaucoup de courage, beaucoup de niaque. Et puis voilà, c'est passé. Djibril, qu'est-ce que vous avez envie de retenir? La contre-performance de l'Algérie ou au contraire le courage de l'Angola? C'est un peu mitigé, c'est un peu des deux. L'Algérie a très bien commencé, n'a pas su se mettre à l'abri en tuant le match. Et au contraire, les Angolais ont toujours cru en leur chance. Ils ont fait le dos rond, ils ont très bien défendu, ils ont défendu ensemble. Un bloc très bas, très compact, qui essayait de jouer les contres de temps en temps. Et voilà, sur une occasion, un geste défensif non maîtrisé de Bentaleb qui crée un penalty. Et avec un peu de chance, il marque ce penalty en tapant 2 fois la barre et en allant quand même la pousser au bout. L'Algérie a poussé jusqu'au bout, il y a eu un coup franc, un super barré du gardien encore et un sacrifice défensif d'un défenseur angolais. Et ça se finit en 1 partout. Le football, c'est cruel. Quand on a les occasions, il faut les mettre au fond, il faut tuer les matchs. Et l'Algérie n'a pas su le faire ce soir. Après, ce n'est pas la fin de la compétition, il y a encore des matchs.
Mais ça met une pression d'entrée dès le deuxième match. L'Algérie n'a presque plus le droit à l'erreur. Pression d'autant plus que le prochain match, ce sera le duel entre l'Algérie et le Burkina Faso. Le choc déjà dans le groupe D. Messieurs, je vais remercier Wilfried tout d'abord, puisque la soirée s'arrête pour vous et pour moi également. Le journal de la CAN, c'est dans un instant, je le rappelle. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés durant cette journée. Merci au public. Demain, vous retrouverez Tia pour la suite de la compétition. Mais tout de suite, avec Ali Diarra Souba, c'est le journal de la CAN pour revenir sur cette belle journée de compétition. Bonne soirée.